Bonjour et bienvenue au musée Picasso. Donc, nous allons vous présenter l'exposition Picasso Poète, donc avec Androula Michael, Johan Poplar et moi-même, Marie-Laure Bernadac, qui sommes les trois commissaires de cette exposition. Alors, la genèse de cette exposition, c'est une histoire d'anniversaire. C'est qu'il y a 30 ans, en 1989, nous avions publié avec Christine Piot aux éditions Gallimard et la Réunion des musées nationaux tous les écrits poétiques de Picasso. C'était une sorte de révélation puisque ces écrits étaient pour la plupart inédits. Et donc, à l'occasion, on avait bien sûr aussi fait une exposition intitulée également Picasso Poète, mais c'était il y a 30 ans. Donc avec Androula Michael, qui est une des premières à avoir vu cette exposition quand on est arrivé de Chypre et qui a souhaité faire son travail universitaire sur les écrits de Picasso, on a décidé peut-être que 30 ans après, il fallait refaire cette exposition parce que toute une génération ne l'avait pas vue. Les jeunes conservateurs, dont Johan Poplar, co-commissaire de l'exposition, et les autres ne connaissaient pas cet aspect, n'avaient pas vu vraiment les manuscrits. Donc c'est d'abord le musée Picasso de Barcelone avec qui on a coproduit ce travail, qui a été très intéressé, parce qu'à l'époque, en 89, ils n'avaient pas pu montrer cette exposition, qu'il a proposé en coproduction avec le musée Picasso de Paris. Donc pourquoi refaire Picasso Poète aujourd'hui? Donc je l'ai dit parce que finalement on s'est rendu compte que très peu de personnes connaissent cet aspect de la création de Picasso. Ah bon, il a écrit des textes, des poèmes. Certains connaissent un peu les pièces de théâtre, dont le célèbre Désir attrapé par la queue, dont on parlera sans doute plus tard. Mais la masse des écrits poétiques qui ont été découverts dans les archives, lorsque je suis arrivée au musée Picasso en 1980, à la préfiguration du musée, tous ces manuscrits magnifiques étaient rangés dans une chemise avec marqué « Projet », et donc avec un projet de livre. La plupart étaient tapuscrits, donc il y avait aussi les dactylographies qui existaient de ces manuscrits. Et on savait, en regardant les archives, que Picasso avait toujours voulu publier ces textes. Mais c'était une publication quasi impossible, parce qu'il fallait à la fois rendre compte du texte, des variations des textes, de toutes les multiples brouillons et variations, et aussi de l'aspect visuel, graphique, qui est essentiel, comme vous le verrez tout à l'heure, dans ces manuscrits, qui ne sont pas que des textes, mais qui sont aussi des images. Donc ce livre était difficile à faire, on est finalement arrivé à le faire donc, en 89, et on s'est dit que c'était l'occasion vraiment de remontrer au public, de découvrir cette richesse de ces poèmes de Picasso. Pourquoi c'est important? Parce que, en fait, on s'aperçoit quand on travaille vraiment ces textes que c'est la matrice de tout son travail. On dit bien que Picasso n'est pas que peintre, il est sculpteur, il est céramiste, il est graveur, il est dessinateur, et il est avant tout poète. Il l'a dit souvent, au fond, je suis un poète qui a mal tourné, c'est-à-dire que le fond de son imaginaire, de son rapport au réel, de son rapport aux mots, aux choses, vient des mots. Et on s'en est rendu compte avec la richesse de ces textes, et qu'il y a toujours une relation très très forte entre les mots et les images. Il dit d'ailleurs, après tous les arts ne font qu'un, on peut écrire une peinture en mots et peindre des sensations dans un poème. Pour lui, les deux sont équivalents, et je crois que montrer aujourd'hui la richesse de ces manuscrits, l'importance du texte sous toutes ses formes, de toutes ces variations, la trituration, le travail qu'il fait sur le texte, est à mettre en relation avec le travail plastique et aide à mieux comprendre la personnalité de Picasso. Alors nous sommes ici dans la salle sans doute la plus spectaculaire de l'exposition, qu'on a intitulée « Poèmes, dessins, tableaux », parce qu'on découvre la richesse de ces manuscrits, donc sur feuilles de papier d'arche, qui sont de véritables dessins, et on s'aperçoit que tous ces manuscrits qui comportent à la fois un texte et des images vont donner naissance à des tableaux qui sont ici tout autour de la salle, des tableaux qui appartiennent d'ailleurs pour la plupart au musée Picasso. Je crois que c'est vraiment là le cœur de l'exposition, où on voit ce lien très étroit entre le texte et les images, les mots et les images. Bon, non seulement on voit la forme réelle de ces manuscrits, qui sont quasiment comme des espèces de sculptures en éventail, qui tiennent, parce que Picasso utilise un très beau papier, le papier d'arche plié en deux. Pour tous ces, donc il utilise la première page et la troisième page. Vous verrez la troisième page dans laquelle il y a des écrits. Et en plus, on est dans une période chronologique très particulière. Androula en parlera tout à l'heure, c'est qu'il commence vraiment à écrire en 1935. Il arrête de peindre pendant plusieurs mois. Et là, on est en avril 1936. Et Picasso part à Juan-les-Pins avec sa jeune compagne Marie-Thérèse et leur enfant Maya. Donc il quitte Paris, il quitte tous les ennuis. Et il se met à
écrire tous les jours, 2 avril, 3 avril, 4 avril, tout le mois d'avril, avril-mai. Ces 2 mois sur la Côte d'Azur, Jean Lépin et un peu Antibes, mais surtout Jean Lépin, il écrit tout le temps et il dessine Marie-Thérèse. Il dessine Marie-Thérèse sous des formes très classiques, mais aussi sous des formes aussi extrêmement simplifiées et caricaturales, où elle ressemble à une sorte de pelote. Et on s'aperçoit que tous ces dessins ont un équivalent en texte. Donc on ne sait pas, à la limite, si c'est le texte qui a fourni le dessin et le dessin le tableau, ou parfois, dans certains cas, c'est le tableau qui a fourni un poème. Donc il y a vraiment un aller-retour constant entre les mots et les images. Et ce qui est aussi passionnant, c'est le fait que Picasso, dans ses textes, non seulement parle des tableaux, des couleurs, fait des poèmes, mais transforme complètement le visage humain. Donc on est à une période assez cruciale en 1936. On est bien sûr dans l'époque surréaliste. Hein. Il faudra rappeler que Picasso, quand même, ses premiers poèmes en 1935 ont été publiés par André Breton. Donc il y a vraiment une mouvance surréaliste qui existe tant dans les formes biomorphiques que dans le style de l'écriture. Mais aussi certains manuscrits, donc là on voit les images, certains manuscrits sont de véritables dessins avec des ratures, avec des reprises, avec des flèches. Il y a une composition à chaque fois dans chaque page de manuscrit qui est comme une composition de tableau. Vous voyez aussi qu'il utilise l'encre de Chine, donc il y a vraiment un ennoblissement de l'écriture. Bon, il part souvent d'un brouillon, il fait plusieurs variations, mais il y a un état final qui est le bel état, hein, qui est à l'encre de Chine comme un dessin où il joue avec tous les effets calligraphiques que peut procurer l'encre de Chine. Donc vraiment cette salle, je crois qu'elle est emblématique de la richesse de ces manuscrits, du lien avec la peinture, et on se demande même si ce n'est pas grâce à l'écriture qu'il s'est remis à la peinture, parce que tous ces tableaux de 1936 sont des tableaux qui surgissent après une abstinence quand même de peinture pendant 6-8 mois, liée bien sûr à la séparation avec Olga, au fait qu'il ne pouvait pas avoir accès à son atelier. Il dit toujours c'est la pire époque de ma vie, et tout d'un coup le contexte de ce nouvel amour merveilleux avec Marie-Thérèse, de la maternité, de la Côte d'Azur, lui donne l'envie et de dessiner et d'écrire et donc de peindre. Alors peut-être qu'en introduction, il est important de rappeler, comme l'a fait d'ailleurs Marie-Laure Bernadac, que l'activité de poète de Picasso n'est ni une activité séparée du reste de la création, ni une activité marginale. Bien au contraire, je dirais. Elle n'est pas séparée. Alors on parlera plus tard de la circulation des thèmes, des images qui sont communes pour la plupart à la poésie et à la peinture et au dessin de Picasso, mais elle n'est pas séparée au premier titre dans les objets qu'on donne à voir dans cette exposition, qui sont pour la plupart des objets hybrides où cohabitent le dessin et l'écriture. Alors on a essayé de montrer précisément ces objets dans leur état en quelque sorte brut, et en particulier les dessins qu'on a derrière moi, et qui sont, comme le rappelait tout à l'heure Marie-Laure, le cœur de l'exposition. Il faut savoir que souvent au musée, nous présentons ces œuvres encadrées, c'est-à-dire qu'on n'en voit qu'une seule face. Et souvent, c'est la face dessinée qui a le premier rôle dans ces expositions. Et là, il s'agissait en quelque sorte de les décadrer et de les montrer posés, dressés, redressés, comme des sculptures, comme des pliages. Et de permettre également, et c'était ça un point extrêmement important dans l'idée de la scénographie de cette exposition, de permettre au public, aux visiteurs, de tourner autour de l'objet, même s'il était évidemment impossible de permettre aux visiteurs de tenir en main ces manuscrits, d'au moins avoir une impression, un effet de volume pour permettre de comprendre comment étaient constitués ces objets si particuliers où cohabitent dans une sorte de dialogue, de coprésence fertile, les poèmes et les images. Alors il y a bien d'autres manières que Picasso trouve pour faire cohabiter les poèmes et les images, et on peut penser évidemment aux gravures dont on parlera tout à l'heure, mais qui est aussi un domaine où se nouent les échanges très nombreux entre la poésie et l'image.
La poésie de Picasso n'est pas non plus une activité marginale. Hein. Et il faut se rendre compte, je pense, de la masse des écrits picassiens et des poèmes picassiens. Hein. Il y a un effet de nombre qui est aussi au cœur du projet scénographique de l'exposition. Il s'agissait de montrer, de déployer en quelque sorte, de sortir des archives, hein, des œuvres qui sont très souvent, qui sont peu souvent, montrées au public. Ce qui a conduit à imaginer ces grandes vitrines qui permettaient d'exposer en nombre les manuscrits. On peut peut-être donner en introduction, en préambule, un certain nombre de chiffres hein, qui permettront de comprendre l'exposition. On a réuni pour cette exposition un peu moins de 150 manuscrits qui dialoguent avec une quinzaine de peintures, autant de gravures et environ 35 dessins. Donc on a un nombre important d'œuvres qui permettent de comprendre les différentes manières dont le dialogue entre l'image et la poésie se noue chez Picasso. Et on a ainsi une part non négligeable hein, de la création poétique de Picasso qui s'échelonne de 1935 jusqu'à la fin des années 1950. Pour comprendre la part de l'exposition à l'intérieur du corpus de la poésie picassienne, il est peut-être bon d'avoir en tête un certain nombre de chiffres. Picasso a écrit, durant la période dont je viens de parler, environ 340 poèmes. La plupart sont conservés aux archives du Musée national Picasso Paris et sont en particulier arrivés au moment de la dation, hein, qui est le moment fondateur des collections du musée et sont réunis voilà, sous un numéro d'inventaire qui peut peut-être participer à la poésie des chiffres de Picasso et donc je vais donner le détail, MP 3663. Bon, sous ce chiffre hein, se cache en réalité toute une série d'objets, d'œuvres extrêmement variées, des très beaux manuscrits, des brouillons, plusieurs variantes d'un même poème, des tapuscrits en nombre également, qui témoignent de la grande variété et diversité de ces objets hein, dans lesquels s'est incorporé l'acte poétique de Picasso. À ce premier ensemble, il faut ajouter un certain nombre d'autres écrits qui sont parvenus, eux, avec les archives et qui sont restés dans une série de boîtes, hein, moins connues peut-être, les œuvres qui sont dans la boîte B et qu'on a aussi réunies à ce premier corpus pour créer cette exposition. Et enfin, un troisième moment peut-être, c'est une série d'acquisitions et en particulier, disons, pour la question des poèmes, l'acquisition principale, c'est l'acquisition d'un certain nombre de manuscrits provenant de la collection de Dora Maar que le musée a acquis en 1998. On a ainsi au Musée national Picasso Paris hein, l'essentiel des poèmes picassiens. Et c'est cet ensemble que nous avons cherché à déployer et à comprendre dans l'exposition, dans un parcours qui suit principalement la chronologie de l'écriture de Picasso, depuis les prémices, hein, disons avant le grand début de l'écriture, jusqu'à la fin, au dernier poème, aux dernières pièces de théâtre, dans les années 1950. Nous sommes dans la première salle de l'exposition où on peut voir que la propension de Picasso pour l'écriture commence très tôt. Dès l'enfance, Picasso adore écrire et dessiner dans ses cahiers d'écolier, dans ses livres, et il est amoureux en fait de l'écriture, de la graphie, et il n'arrête pas finalement de revenir à un geste inaugural d'écriture. On peut le voir par exemple dans une œuvre qui n'est pas tout à fait une œuvre, c'est une archive, mais elle est tellement belle. C'est un petit journal azul y blanco que Picasso écrit quand il avait 12 ans, sous forme d'un journal
qu'il envoie à ses parents, où le contenu est assez drôle. Donc on retrouve un tout petit peu l'humour qu'on peut retrouver par la suite dans les écrits de Picasso. Et on peut revoir aussi beaucoup de dessins dans lesquels Picasso copie des vers de poètes comme Alfred de Vigny, comme Maragall par exemple. Donc il est dans un rapport entre la poésie et l'écriture constant, donc il passe de l'un à l'autre. Et à partir donc, de 1912, au moment du cubisme et les papiers collés, Picasso va faire émigrer les lettres, les mots dans les peintures, dans les papiers collés, dans les petites constructions, assemblages qu'il utilise. Donc les mots sont là à la fois comme des textures optiques et en même temps, pour leur sens, sont pris dans plusieurs réseaux de signification. Donc Picasso joue toujours avec les mots, les lettres, jusqu'au point où il va faire varier, comme dans la célèbre phrase « Il neige au soleil », qu'il copie, recopie sur 11 feuilles de papier d'arche, à tel point qu'il commence par une écriture toute linéaire pour arriver à la fin à un dessin, à quelque chose, à une écriture qui absorbe finalement ses propres mots pour devenir un dessin. Donc Picasso est, on pourrait dire, un calligraphe, mais pas dans un sens classique où il essaye de faire de la calligraphie, mais son écriture est une écriture dessinée. Donc son écriture n'est pas une notation, mais c'est un geste dessinant, caressant, je dirais, un geste qu'il éprouve à la fois avec des matériaux, avec des supports différents, et c'est parfois un crayon à papier, parfois de l'encre de Chine sur du papier d'arche, parfois un geste d'agression sur les gravures. Donc Picasso essaye en fait plusieurs façons d'adopter son matériau écriture. On est avec cette phrase « Il neige au soleil » dont on présente 6 variations, il y en a 11, en 1934, donc une année avant que Picasso se mette réellement à écrire, pour faire de cette activité les centres donc, de ses préoccupations pour quelques mois. Une activité, par contre, qui n'est pas une activité de circonstance, qu'il va continuer pendant plus de 25 ans consécutifs. Picasso commence à écrire véritablement le 18 avril 1935. En tout cas, c'est le premier poème que l'on retrouve et qui était d'ailleurs sur le haut de la pile, donc il est un peu plus noirci que les autres. Ce poème, un très long poème, poème fleuve, qu'il écrit à Boisgeloup en 1935, et je dirais un texte inaugural qui nous fait pénétrer dans l'univers de Picasso, qui mélange à la fois les sons, les couleurs, donc la peinture et la cuisine, tous les thèmes qui lui sont chers finalement. Et nous sommes là dans une écriture qui est comme un fleuve, un flux. Le poème est écrit sur plus de 30 pages sans aucune ponctuation et qui montre en fait la propension de Picasso pour la liberté complète en fait dans l'utilisation du langage. Donc il commence en espagnol et il expérimente finalement la façon d'écrire ici sur du papier d'arche. Donc c'est d'abord un poème fleuve, mais durant cette année 1935, il va expérimenter bien d'autres procédés d'écriture, donc qui montrent que Picasso, en fait, ne se repose pas sur une façon de faire, mais comme au niveau de sa peinture, il essaye, il expérimente en fait en permanence et il utilise son matériau de façon complètement différente. Donc nous avons un exemple véritablement extraordinaire, ces poèmes qu'on pourrait appeler rhizome, ou comme Raphaël Alberti a appelé l'enterrement du canteur Gaz un poème lière, un texte lière, donc un texte qui se ramifie, qui commence
dans un petit carnet dit bleu, un carnet de poche que Picasso avait toujours sur lui, où il esquissait les premiers états de ses poèmes et qui recopiait par la suite sur d'autres supports. Donc ce petit poème, qui tient sur une petite page du carnet bleu, va proliférer au fur et à mesure des réécritures par Picasso. On compte à peu près 18 états différents de ces poèmes, où à chaque fois il y a une variation, il y a une augmentation du texte, il y a une variation dans les supports. Et surtout, il y a quelque chose qui est très important, et on le verra d'ailleurs dans tous les manuscrits de Picasso, l'importance de la datation. Vraiment, le moment de l'écriture, le présent de l'écriture, la datation est très importante pour Picasso. Il le disait à Brassailles pour sa peinture, mais cela est vrai aussi pour ses écrits. Il datait ce qu'il faisait parce que ce qui comptait, ce n'était pas uniquement des choses séparées, mais la continuité, la série, savoir par où son esprit est passé pour concrétiser, comme il disait, son rêve. Donc du coup, tous ces manuscrits sont datés. D'ailleurs, on va remarquer que très souvent, il note la date au début du poème, un peu comme un titre, parce que les poèmes, la plupart des poèmes, la quasi-totalité des poèmes ne portent pas de titre. Et la date et l'heure est répétée, en fait, à l'intérieur de l'écrit. Donc il y a vraiment une insistance au niveau du temps de l'écriture, qui est très souvent d'ailleurs le présent, comme si justement il était absolument présent dans le moment de l'écriture. D'ailleurs, sa présence est vraiment marquée. On le voit dans plein de textes où il se réfère à lui-même en train d'écrire. Et donc, parfois, il y a même une petite horloge sur les manuscrits sur laquelle Picasso reporte en fait l'heure à laquelle il écrit le poème. Donc ce poème Rhizome, a commencé le 24 novembre 1935 et dont le dernier état est daté du 24 décembre 1935, il a été publié dans le cahier d'art pour illustrer en fait un texte de Breton très important, Picasso poète, un texte qui consacre en quelque sorte Picasso comme écrivain. Breton, dans ce texte, nous avons la possibilité de le voir dans cette salle, donc le manuscrit de Breton, parle d'un journal sensoriel tout particulier. Et il est vrai que le travail de Picasso pourrait ressembler à un journal intime, mais, comme le disait Breton, un journal intime tout particulier. Car Picasso est présent dans l'écriture et aussi les personnes de son environnement, les objets de son environnement, tout ce qu'il voit autour de lui, mais il ne reste pas, en fait, accroché uniquement à son vécu, mais il y a toutes ces choses qui mélangent dans son écriture et qui font qu'on se trouve devant, effectivement, devant des textes qu'on peut qualifier de poétiques. Parfois, il passe de la prose au vers, parfois ce sont juste des notations, d'autres fois des variations sur un même contenu. Donc où Picasso joue en fait avec les mots et avec les sensations. Il considère que les mots sont polysémiques, donc sont riches en fait de sensations, tout comme les couleurs. Il disait d'ailleurs bleu, qu'est-ce que ça veut dire bleu? Il y a le bleu gauloise, il y a plein d'autres bleus, et ou alors, comme on dit à Paris, on utilise bleu pour dire rouge. Donc pour lui, il y avait des sensations différentes qui émanaient à la fois des couleurs mais aussi des mots. Donc Picasso est un poète, mais en même temps un écrivain qu'on peut qualifier, si vous voulez, aussi d'un écrivain
peintre. Donc en tout cas, il y a toujours une relation entre toutes ces activités. Comme le disaient Marie-Laure et Johan tout à l'heure, il ne faut pas voir la poésie de Picasso séparément du reste de son travail. Donc on peut voir encore dans cette salle d'autres types, d'autres processus de travail, comme par exemple le poème collage, qu'il utilise une seule fois, à la manière donc de dadaïstes et des surréalistes, où il va prendre des phrases ou des titres dans un journal et composer un poème. Donc Picasso essaye en fait plusieurs procédés sans rester en fait prisonnier à un seul. Donc il est aussi libre dans son activité d'écriture que dans son activité donc de peinture. D'ailleurs, je pense que Marie-Laure aussi les disait dans sa préface dans les écrits de Picasso que justement il se sentait d'autant plus libre que ces matériaux n'étaient pas le sien finalement. Donc il était un peintre récemment né, disait, un vieux peintre et un poète récemment né. Donc il utilise le langage avec beaucoup de liberté et surtout il joue énormément du passage d'une langue à l'autre, du français à l'espagnol. Donc il expérimente en fait la question de la traduction. D'ailleurs, il écrit un poème absolument magnifique et qui est d'une façon imagée de penser la question de la traduction qui essentiellement fait tomber le corps sonore de la langue. Et il joue en fait avec son bilinguisme, on pourrait dire, le fait d'écrire aussi bien en espagnol qu'en français, mais écrire néanmoins dans un environnement linguistique qui n'était pas le sien. Donc il est à la fois dans l'expérimentation du matériau mot, il en joue souvent, il dessine un signe qui est l'homonymie aussi du signe linguistique, le scorpion qui fait les signes à sa manière. Donc il est vraiment dans une expérimentation permanente entre donc la polysémie des mots et la polysémie aussi des images. Alors dans cette salle, on a voulu faire allusion aux principaux thèmes qui sont présents dans la poésie de Picasso. Parce qu'on a parlé un peu de la forme, du travail de ce laboratoire de l'écriture, mais on s'aperçoit que tout au long de ces centaines et centaines de poèmes, il y a des thèmes essentiels qui reviennent, qui sont évidemment la corrida, le taureau et le cheval. On le voit partout, sous toutes les formes, le combat entre le taureau et le cheval, l'identification même de Picasso au minotaure, au taureau. Il dit lui-même qu'il est né d'un taureau. Donc il y a toute cette tauromachie qui est vraiment ce combat entre l'ombre et la lumière, entre l'homme et la femme, entre deux forces opposées contraires qui traversent tous les poèmes. Il y a la crucifixion, donc le sacrifice aussi, des thèmes chrétiens, qu'il traite aussi souvent de façon très blasphématoire, comme dans ses dessins. Il y a l'amour, puisque très souvent on voit Marie-Thérèse, la maternité, Marie-Thérèse et Maya. Il déclare son amour à Marie-Thérèse dans tous ses poèmes, donc c'est à la fois une poésie lyrique, d'amour, de sentiment, et aussi parfois très cruelle, puisqu'on voit l'érotisme, le sacrifice de la chèvre, comme il y a le sacrifice du taureau, le sacrifice du Christ. Donc il y a à la fois des thèmes extrêmement triviaux, dont peut-être le plus trivial qui n'est pas présent ici, mais c'est celui de la nourriture, de la cuisine, des mets, comme si Picasso, dans sa poésie, voulait tout mélanger comme une sorte de grande auberge espagnole, où il mélange les choses, les êtres, les animaux, les couleurs de la peinture, les instruments de la peinture, de la photographie, les événements aussi historiques, mais qui sont toujours traités de façon très allusive. Ici, on est plutôt dans une poésie du quotidien, du trivial du quotidien, où il décrit très précisément, comme l'a dit Androulla, son environnement, mais il métamorphose et mélange absolument tous les éléments, passant de l'élément minéral, végétal, pictural. Toutes les choses sont animées. Il a dit une phrase très importante, « Aimer les choses et les manger vivantes ». Pour lui, les choses sont vivantes. Donc la table se lève, la table mord, et on passe aussi bien donc
du registre des aliments à celui de la tauromachie, à celui de la mythologie. Donc il mélange son univers personnel à un univers mythique qui atteint même parfois une dimension cosmique. Donc je pense que c'est très important pour mieux comprendre Picasso de se plonger dans la lecture de ses textes. Et du coup, on verra, c'est ce qu'on a fait un petit peu ici, en sortant certaines phrases de ces grands poèmes fleuves, on trouve des allusions directes à des tableaux, à des descriptions de tableaux, à des descriptions de dessins. Donc on voit vraiment ce passage entre les deux, entre son imaginaire qui passe par la littérature, par les mots, par les phrases, et celui qui se transcrit en images. Et encore une fois, comme dans la première salle, on ne sait pas vraiment ce qui prédomine. Mais en tout cas, on voulait que le visiteur ait une idée, avec les phrases qui sont inscrites au mur, de la richesse de cette thématique qui est centrée essentiellement sur ces grands thèmes qui sont souvent les mêmes que dans la peinture. La tauromachie traverse son travail du début jusqu'à la fin, puisqu'il finit avec les grands toreros, l'amour et l'érotisme, et la nature morte. La nature morte sous toutes ses formes, qui va aussi bien dans la cuisine que la nourriture. Et la nourriture, c'est quelque chose qui a des goûts, qui a des odeurs, et qui très souvent, c'est la nourriture espagnole, typique catalane, typique méditerranéenne, qui lui rappelle son enfance. Donc il y a des allusions à beaucoup de recettes catalanes ou de recettes méridionales. Donc c'est quelque chose d'une poésie à boire, à manger, à sentir, et aussi à écouter. Elle est extrêmement sonore. Là, on ne pouvait pas le présenter, mais c'est très bien présenté dans l'exposition sur les musiques de Picasso. C'est la poésie du flamenco, de la guitare, du taconeo, de tous les sons qu'il a pu entendre dans son enfance à Malaga. Alors, si la période qui va de la fin 1935 jusqu'au printemps 1936 est une période particulièrement propice pour l'écriture chez Picasso, on a en quelque sorte un retour au premier plan de la poésie et de l'écriture plus généralement pendant les années de guerre. En particulier au moment, à la fin 1939, où Picasso vient s'installer à Royan, poussé hors de Paris par la perspective de la guerre, puis le début des hostilités, Picasso va se mettre à écrire, là aussi, du fait du changement des circonstances, des habitudes, du lieu de travail. Et on a, pendant les années de guerre, donc jusqu'en 1945, une période extrêmement féconde du point de vue de l'écriture, avec notamment l'écriture de la pièce de théâtre peut-être la plus connue des œuvres de Picasso, le désir attrapé par la queue. Mais autour de cette pièce de théâtre, on a toute une série d'autres manuscrits, d'autres œuvres, dont certaines d'ailleurs s'inscrivent dans les carnets, les carnets de Royan en particulier, où on voit peu à peu l'écriture prendre le relais et prendre le pas même sur le dessin, puisque les carnets commencent comme des dessins de croquis, d'études pour des tableaux, parfois sont des manières de répertorier ou de cartographier l'œuvre picturale de Picasso, et puis tout d'un coup, disons, à la fin du mois de décembre 1939, Picasso va se lancer dans l'écriture. Alors c'est un poème extrêmement intéressant d'ailleurs, celui qui commence le 24 décembre 1939. C'est un poème assez court mais qui connaît toute une série de variantes et de variations, comme si Picasso faisait pivoter sur lui-même le poème. Et il va agglomérer autour d'une scène capitale, une sorte de scène primitive, nocturne, avec un drap qui frappe à la fenêtre, la présence d'un aigle menaçant, toute une série de mots et d'images, mais disons de mots qui semblent s'attirer par des formes d'homophonie, voire d'ambiguïté graphique. Le miel et le ciel, par exemple, ou l'aigle et les ailes, une seule lettre variant. Et ainsi, on a une forme d'amalgame d'images et de mots d'une extrême puissance que Picasso commence à écrire au début de la guerre. Ce qui est intéressant avec les carnets de Picasso, c'est qu'on voit le dialogue là vraiment physique, disons, entre l'écriture et le dessin, parfois sur la même page.
Parfois, au recto et au verso, Picasso va passer du dessin à l'écriture et vice-versa. Alors les poèmes de la guerre, on peut en faire remonter peut-être l'origine avant la Deuxième Guerre mondiale, puisque la période vraiment de la violence, de la guerre, pour Picasso, elle commence avant. Elle commence en 1937 avec la guerre d'Espagne. Et la guerre d'Espagne inaugure, disons, tout un cycle poétique, avec notamment le poème qui accompagne les gravures de Songes et mensonges de Franco, qui est un poème violemment anti-franquiste, même si la violence politique est prise dans un réseau, dans un filet d'images extrêmement physique, extrêmement sensoriel. Peut-être d'ailleurs l'occasion de dire un mot sur le caractère physique de la poésie de Picasso, qui bien souvent laisse le lecteur à la lisière du sens, pour lui renvoyer plutôt à la corporéité et au caractère physique des sensations. D'une certaine manière, et on le retrouve d'ailleurs dans un certain nombre d'autres poèmes de la guerre, et en particulier dans un certain nombre de poèmes que Picasso va graver. Et c'est ça aussi qui est peut-être un point important, c'est que l'écriture poétique de Picasso n'est pas une affaire privée, une affaire secrète. Alors il a été très vite, très tôt découvert et reconnu et publié par Breton, plus tard par Léris, mais lui-même va se faire en quelque sorte l'éditeur de sa poésie à travers des gravures. Il semble d'ailleurs avoir eu le projet assez tôt, au milieu des années 30 plutôt, le projet de publier ses poèmes sous forme de gravure. On en a un certain nombre de traces. Et ce projet finalement continue de l'accompagner jusqu'à la fin, puisque certains poèmes de la guerre, de 39, de 40, comme Aux quatre coins de la pièce par exemple, dont on a plusieurs états aussi dans la vitrine, Picasso va y revenir beaucoup plus tard, en 1967, pour donner ces deux gravures qui sont tout à fait prodigieuses, extrêmement brutes. Le texte est gravé par Picasso à l'envers, pour qu'il puisse apparaître au tirage à l'endroit. Il y a cet effort de l'écriture gravée, qui accompagne, on va dire, le geste de l'écrivain, lui donnant presque une forme d'équivalence visuelle à une sorte d'oralité heurtée, brute, qu'on retrouve dans les signes gravés en majuscules du poème Aux quatre coins de la pièce, qui est une sorte d'œuvre d'art totale, ou en tout cas appelant à l'ensemble des sens du lecteur, puisqu'il y est question d'air de guitare, de musique militaire, mais aussi d'odeurs de jasmin, de bleu d'hortensia ou de vert amande. Enfin, les couleurs, les sons, les odeurs, les goûts, et puis un aspect tactile aussi est convoqué par Picasso dans ce poème. D'une certaine manière, les poèmes de Picasso sont, pour reprendre un mot de Baudelaire, chargés jusqu'à la gueule de sensations. Et Picasso extrait la langue, d'une certaine manière, de la syntaxe. Confronté à un poème de Picasso, on est confronté à une sorte de flot heurté, mais de flot, et le lecteur est désorienté, peine à s'accrocher aux éléments syntaxiques qui semblent subsister dans ce flot. Et ce qui permet de faire peut-être une dernière analogie ici dans cette salle entre la poésie et la peinture de Picasso, c'est que dans son œuvre de dessinateur et de peintre, Picasso va s'affranchir de la perspective et puis des formes conventionnelles. Il va en quelque sorte déchausser le réel de la perspective. Et dans sa poésie, Picasso fait d'une certaine manière la même chose, c'est-à-dire qu'il vient déchausser la langue de la syntaxe pour confronter le lecteur à une sorte de bombardement de sensations et de heurts physiques.
Picasso disait dans son texte du 18 avril 1935, qui était donc son premier texte, que je n'en peux plus de ces miracles qui est de ne rien savoir dans ce monde que d'aimer les choses et de les manger vivantes. Et en effet, dans les écrits de Picasso, les choses se mettent en scène, parlent, crient, agissent, sont des sujets, de véritables sujets. Et donc il y a une forme de mise en scène presque théâtrale de ces objets, de ces personnages dans les écrits de Picasso. Donc c'est presque tout naturellement qu'il va aller vers le théâtre. Et il écrit en pleine occupation, en 1941, 3 jours, une pièce de théâtre, Le désir attrapé par la queue, où il montre en quelque sorte le contrepoint de la situation à la fois oppressante, difficile sous l'occupation. Donc les sujets sont la faim, l'amour, les choses qui se mettent en scène. Et donc les personnages loufoques qui rappellent un auteur de sa prédilection, Alfred Jarry, qui sont le bourron, le gros pied, la tarte, la cousine, l'angoisse maigre, l'angoisse grasse, etc. Où les rideaux même sont des personnages, le deux toutous. Et dans cette pièce de théâtre, justement, il y a tous les ingrédients du travail et de l'iconographie poétique de Picasso, et en même temps une écriture un tout petit peu plus linéaire, donc il y a un sens qu'on comprend plus facilement, où la nourriture évidemment est présente. Et nous avons de cette pièce de théâtre une lecture performée, on pourrait dire, qui a été jouée, donc lue. Cette pièce a été lue chez les Leiris en 1944. Et Picasso avait assisté aux répétitions de cette lecture. Il paraît qu'il était très ému. Brassailles raconte en fait cette histoire. Et après cette performance, cette lecture, le metteur en scène était Albert Camus, les acteurs, Raymond Queneau, les Leiris, Dora Maar, Sartre et Beauvoir. Donc, une assemblée donc, qui s'est retrouvée ensuite chez Picasso. On a une fameuse photographie de Brassailles où on voit tout ce monde. Et c'est à ces moments-là que Picasso leur livre une belle surprise. Il sort d'une armoire un manuscrit d'Alfred Jarry. On ne sait pas trop si c'était Ubu cocu ou Ubu enchaîné, mais en tout cas, Picasso avait ces manuscrits et il a lu par cœur plusieurs passages, et comme un hommage finalement à l'auteur qui, on pourrait dire, aurait pu inspirer sa pièce. Donc Picasso écrira par la suite, 47-48, une autre pièce de théâtre. On change complètement de cadre. Picasso est déjà dans les midis de la France. Il s'est installé à Vallauris où il s'adonne avec passion à la céramique. Il est déjà avec sa nouvelle compagne Françoise Gillot. Et donc on a un autre cadre, plutôt un jardin où de petites filles font des jeux à la fois doux et cruels, de sacrifice de la chèvre, etc. Et ce manuscrit est entièrement écrit au crayon rouge avec quelques notations en bleu, donc, qui donne un aspect visuel vraiment très saisissant, créant, comme dirait Barthes, une sorte de grammaire utopique qui n'est pas normative, tout comme l'écriture de Picasso n'est pas du tout normative et qui balaye, en fait, comme le disait aussi Johan, la question de la syntaxe, les hiérarchies et le sol sur lequel en fait reposent nos certitudes de grammaire et syntaxe normative. C'est peut-être l'occasion de dire ici comment Picasso disait qu'il fallait connaître la sémantique, avoir une parfaite connaissance de la langue et écrire mal, dans le sens où il fallait vraiment inventer une nouvelle langue dans la langue et n'est pas
justement répéter des choses usées. Donc cette couleur rouge dans les manuscrits de Quatre petites filles, on le retrouve presque au même moment dans l'illustration entre guillemets du Chant de mort de Reverdy, où Picasso, en fait, au lieu d'illustrer, de faire des dessins ou des images, il va calligraphier, il va épouser, il va caresser le texte de Reverdy avec des signes, des écritures idéographiques en rouge, dans une sorte de dialogue avec le poète. Oui, comme tu le dis très bien, voilà, c'est vrai que les grands signes rouges qui accompagnent, peut-être plus qu'ils n'illustrent l'écriture fine et noire de Reverdy, accompagnée presque au sens musical, a une tendance vers l'abstraction. De cette manière, on n'est pas dans une illustration littérale, dans un rapport entre le texte et l'image qui serait un rapport de reflet, de miroir ou d'explication. Et d'ailleurs, jamais Picasso n'est allé dans ce sens-là quand il a fait ce qu'on appelle des livres illustrés, qui sont plutôt des livres d'artistes dans ce cas-là. Mais cette tendance à l'abstraction, on la retrouve dans un certain nombre de feuilles, alors qui sont soit manuscrites, soit gravées, en tout cas gravées par deux fois, qui sont ces écritures inventées. Et là, on est tout à fait dans ce que tu rappelais, c'est-à-dire trouver un nouveau plan à l'écriture et au sens. Et là, d'une certaine manière, il va au bout de cette utopie-là, cette hétérotopie, en sortant même de l'idée de signification et en étant dans le pur geste d'une écriture sur lequel le lecteur, il faut bien le dire, bute tout à fait, puisqu'il est renvoyé à quelque chose d'uniquement visible, sans pouvoir arracher aucun sens à ces signes, à ces griffures sur la feuille. Alors c'est vrai qu'on a voulu rapprocher le magnifique manuscrit des Quatre petites filles de ces pages, ces lithographies pour le Chant des morts, en renvoyant comme ça autour de cette couleur rouge. Et puis sur l'autre mur de la salle, on a déployé aussi un certain nombre de feuilles, pas l'intégralité, mais une partie de l'édition des poèmes et lithographies. Picasso reprend là des poèmes de la guerre, de 1941, qu'il avait déjà publiés en revue d'ailleurs, sous une forme typographique, mais il va les reprendre en les autographiant, comme on dit, c'est-à-dire en écrivant lui-même le texte, en lettres capitales cette fois-ci, et en l'accompagnant d'images, dont on peine d'ailleurs à voir tout à fait quel pourrait être le lien exact entre entre l'écrit, disons, et l'image. Là aussi, on a une sorte de perturbation du lien attendu entre le sens des poèmes et l'image qui les accompagne, mais on a là aussi, d'ailleurs, dans ces poèmes et lithographies, une page d'écriture inventée. Donc c'est une idée qu'il a vraiment occupée et qui dessine, d'une certaine manière, un des horizons possibles de l'écriture de Picasso, au même titre peut-être que d'ailleurs le chiffre, les mathématiques ou... C'est en effet une poésie très déconcertante qui ressemble qu'à Picasso. On a dit bien sûr qu'il y avait des sources diverses, qui sont les sources du surréalisme, de Dada, les sources aussi de Góngora, dont on va parler tout à l'heure peut-être, donc de tout ce baroquisme espagnol, de cette grande littérature du siècle d'or, aussi très inspirée par ce gongorisme, qui est justement une écriture qui déborde extrêmement baroque. Et c'est pas un hasard justement s'il va illustrer Góngora. Mais peut-être aussi on peut, pour finir dans cette présentation, parler de son dernier texte, donc qui date de 1959, qui s'appelle L'enterrement du comte d'Orgaz. Donc évidemment c'est un hommage à Gréco, un hommage à l'Espagne. Et curieusement ce dernier texte est en espagnol, comme le premier de 35 était en espagnol. Après une majorité de textes quand même en français, le dernier texte est en espagnol. Hommage donc à sa patrie, à ses sources culturelles, à ses sources littéraires, mais aussi picturales, puisqu'il parle de Gréco. Et là aussi, il n'y a plus du tout d'encre noire, on n'est plus jamais dans l'encre de Chine sur papier d'arche, on est sur des très grandes feuilles, bon, c'est un facsimilé qui est ici, en écriture bleue et rouge. D'un coup, la couleur reprend vraiment son... Alors pourquoi est-ce qu'il s'arrête en 59 ? Il y a beaucoup d'explications. Donc c'est parce qu'après, on a l'impression que le relais... Bon, d'abord, c'est un testament, l'enterrement du comte d'Orgaz, dans lequel il va condenser en espagnol, c'est un flatormachi, la religion de façon très blasphématoire,
Il y a énormément d'allusions à la culture espagnole, des choses très critiques puisqu'on est quand même en plein franquisme à l'époque. Donc il y a aussi un règlement de compte vis-à-vis de l'Espagne. Donc c'est quelque chose à la fois très scatologique et très aussi grossier même dans les images. Sans doute parce qu'après, le récit va être pris par la gravure. Il va se mettre de plus en plus à graver. Il va être obsédé par le peintre et son modèle. Donc c'est la peinture qui tout d'un coup, comme il dit, est plus forte que lui, qui va revenir en réel. Et peut-être qu'il a moins besoin de se retrouver à l'écriture. Donc même dans les carnets, on trouve quasiment plus de texte, alors qu'on en trouvait dans les carnets des années 40, encore un carnet ici à Françoise, ou le carnet de 59 qui s'appelle Dessin écrit, qui est aussi un des derniers carnets qui comporte justement en espagnol, qui s'appelle aussi Morceau de peau, Trosso de piel. On parlait de l'incarnation du côté très physique de son écriture, et l'appelait Morceau de peau, je me pense être un titre très très significatif. Donc voilà, ce parcours a été de 35 à 59 avec des supports extrêmement variés, avec une visibilité comme on a vu dans la gravure, une façon de rendre visibles ces textes, ce passage toujours entre l'écriture, la peinture, le lisible et le visible, qui fait la richesse, à mon avis, du Picasso poète. Alors, merci d'avoir assisté à cette conférence inaugurale de l'exposition Picasso poète. Merci à Androla Michael, merci à Marie-Laure Bernadac de nous avoir accompagnés dans cette visite. Et puis nous espérons évidemment que vous viendrez nombreux, malgré les circonstances, dans cette exposition qui dure jusqu'au 3 janvier 2021 et qui perdure aussi sous la forme qui perdurera sous la forme d'un catalogue, un abécédaire Picasso poète, que nous vous invitons aussi à découvrir si vous voulez mieux connaître cette part méconnue de la création picassienne, Picasso poète. Merci à vous. Merci. Merci à vous.